Bonjour Hugo Drian. Vous êtes chef de projet GRC à Mayotte et dans l'Union des Comores, en charge d'un projet de coopération internationale dans l'archipel des Comores. Vous travaillez plus exactement sur des activités de sensibilisation aux risques naturels et sur les conséquences du changement climatique et de renforcement des capacités des acteurs de la GRC. Votre parcours vous a conduit à vous intéresser à la gestion du risque cyclonique. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de nous présenter une intervention sur la gestion des risques de catastrophes appliqués à Mayotte et les bons comportements à adopter afin de se prémunir. Bienvenue, cher Hugo Drian, dans ce cycle des conférences publiques du CUFR. Je vous laisse maintenant la parole en vous remerciant d'avoir accepté mon invitation. Comme de coutume, nous consacrerons la dernière partie de l'intervention aux questions du public. Merci. Merci. Je remercie l'Université de Dembéni de m'accueillir. Je vous remercie tous pour votre participation. Ce format, ça va être très dense, plutôt pour un public non averti que pour un public averti, plutôt à destination d'étudiants. Je vais du coup commencer tout de suite, sans perdre 2 minutes. Donc comme elle l'a dit, je suis donc chef de projet d'un projet qui s'appelle Maoré Dipangue, qui est développé par la Pierrois, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, qui est un outil, une plateforme qui vise stratégiquement à gérer les risques, et les risques de catastrophes notamment à l'échelle de l'océan Indien, qui fait partie de la Croix-Rouge française et qui, donc depuis quelques années, depuis 2000, organise des projets, développe des projets sur l'ensemble de l'océan Indien, sur du coup les pays que vous voyez ici, donc Madagascar, le Mozambique, la Réunion bien sûr, là où est son siège, et puis l'archipel des Comores, les Seychelles, Maurice. On travaille donc notamment avec l'ensemble des partenaires du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, donc avec l'ensemble de ces Croix-Rouges de ces pays et du Croissant-Rouge comorien. On travaille sur l'ensemble du cycle de gestion de catastrophes, sur la prévention-mitigation, donc l'éducation au risque, notamment ici à Mayotte. On travaille d'ailleurs avec le rectorat pour sensibiliser les enfants, pour sensibiliser aussi le grand public, pour organiser des formations de bénévoles d'associations. Et puis on travaille à la préparation à la réponse avec du coup la Croix-Rouge française ici présente à Mayotte, la direction territoriale et la délégation territoriale, pour préparer du coup la gestion de crise, pour préparer la réponse, pour prépositionner du stock, former les bénévoles, pour être prêt quand il y a une catastrophe, un risque qui arrive, un cyclone qui arrive. On est là aussi sur la réponse d'urgence, donc à travers du coup l'hébergement d'urgence des personnes qui sont déplacées, mais aussi le déploiement de stocks qui sont prépositionnés à petite terre. Et puis il nous arrive aussi de participer avec l'ensemble des organisations des Nations Unies sur la réhabilitation de l'habitat, des infrastructures après la catastrophe. Donc on a une stratégie sur l'océan Indien qui consiste du coup à développer des projets, comme je vous l'ai déjà dit, avec des outils qui sont adaptés à chaque contexte insulaire ou étatique. On travaille donc avec l'ensemble des institutions de ces États et avec du coup les partenaires techniques qui nous aident à adapter ces outils, donc qui sont généralement constitués de livrets pédagogiques, des livrets qu'on a développés aussi à Mayotte, donc qui sont développés avec le BRGM, avec Météo France, avec la DEAL, avec le SIDPC et puis aussi bien sûr le rectorat, et qui sont donc des livrets qui permettent aux enfants de pouvoir connaître les risques qui sont présents à Mayotte à travers des exercices. On dispose aussi d'outils pédagogiques de sensibilisation pour le grand public, donc à travers des jeux grandeur nature, une bâche de 3 mètres, donc ici c'est une image de la bâche de 3 mètres, donc à travers la formation d'acteurs associatifs. Donc on a des secteurs d'intervention qui sont pour l'instant assez concis, puisqu'il s'agit du premier projet de coopération interrégionale sur l'archipel des Comores sur la gestion des risques de catastrophes. Donc on commence à Mayotte sur le moyen Mamoudzou et sur Petite Terre, entre Kaweni et Passaminti, et sur Petite Terre, et Comores, donc là les 3 îles sont visées, mais seulement quelques communautés. Donc je vais être très rapide, hein.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais y répondre à la fin. Voilà, l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille pour l'instant. On travaille aussi bien sûr avec, je l'ai oublié, les fédérations d'associations environnementales, donc la FNE et Mayotte Nature Environnement. Et on est financé par l'Union Européenne, la programmation interrégionale 5, Mayotte, Comores, Madagascar, Agence française de développement, Préfecture de Mayotte et Conseil départemental de Mayotte. Voilà. Je vais commencer tout de suite sur le sujet, donc la gestion impliquée des risques à Mayotte. On va rapidement définir ce que c'est un risque et de quoi on parle. On parle entre janvier 2020 et janvier 2021, donc c'est sur un an, de 128 millions de personnes qui sont impactées par plus de 600 catastrophes d'origine climatique et météorologique. Donc là, on compte uniquement les catastrophes hydrométéorologiques, à savoir par exemple les cyclones, les tempêtes, les inondations, mais pas par exemple les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Ça concerne presque 20 000 victimes de ces catastrophes. Il s'agit donc de gérer au mieux ces catastrophes pour diminuer le nombre de victimes, diminuer les impacts matériels, financiers, et voilà. On est sur une optique de gestion des risques naturels, ici à Mayotte, à travers la Piroie. On vise surtout les principaux risques que sont les cyclones, les inondations, mouvements de terrain, tsunamis et séismes. Mais il existe d'autres risques naturels, bien sûr, notamment les incendies, qu'on a décidé donc de laisser la gestion aux institutions et aux associations environnementales. Le risque, du coup, il y a une petite équation là, bon, c'est assez simple. Le risque, c'est le croisement entre un aléa, c'est-à-dire la probabilité de survenue d'un événement naturel, l'exposition d'enjeux et la vulnérabilité des populations. Et tout ça, c'est amélioré par les capacités des populations à pouvoir prévenir, à pouvoir se relever face à une catastrophe. Donc, le risque majeur, donc ça c'est un petit schéma de l'ADEAL avec qui on a co-construit le support de formation et le support de conférence. Ce risque majeur du coup est la conjoncture entre les aléas, les enjeux, les vulnérabilités et les capacités, mais aussi la faible occurrence et la gravité, donc les impacts qui sont enregistrés sur un territoire. Un risque majeur, c'est donc quelque chose qui se produit très rarement, mais quand ça se produit, c'est catastrophique. Nous, on a défini du coup les 5 risques majeurs sur lesquels il faut absolument se pencher à Mayotte, dans des proportions qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, un cyclone, ici à Mayotte, serait très catastrophique, un cyclone tropical très intense, voire même un cyclone intense, et on va en parler juste après sur la petite partie sur les cyclones, mais tout simplement une tempête tropicale modérée, comme celle qui a pu passer il y a une semaine, et a quand même fait quelques dommages, et qui n'a pourtant même pas touché le territoire mahorais. Voilà. Donc les risques naturels à Mayotte, traités par la Piroie, donc comme je vous disais, 5 risques. Donc on ne traite pas l'éruption volcanique, puisqu'il s'agit ici à Mayotte d'un volcan sous-marin. On le traite sous la forme des séismes, donc, qui sont les indices de l'activité volcanique sous-marine, et les avalanches, il n'y a pas de neige, donc il n'y a pas d'avalanche ici. Et puis donc les incendies, qui sont un risque naturel, entre guillemets, mais surtout anthropique, à notre sens, dans le sens où, en moyenne, statistiquement, 97% des incendies qui sont enregistrés sont déclenchés par l'homme. Il s'agit plus de mauvais comportements plutôt que d'un aléa purement naturel. Donc, je vous montre une carte de Mayotte qui synthétise les aléas forts présents sur le territoire. Donc on remarque que globalement sur le territoire, les aléas forts représentent une grande partie du territoire. C'est assez important, c'est 45% du territoire qui est en aléas forts. Dans le tableau d'ailleurs, vous voyez que l'aléa moyen, 35%, donc après il ne reste plus beaucoup de place pour être safe, on va dire entre guillemets, vis-à-vis des aléas à Mayotte. Là c'est une carte que j'ai créée avec les données du conseil départemental, j'y reviendrai d'ailleurs à la fin de ma présentation, qui cartographie du coup sur l'espace territorial de la Cadema, donc Mamoudzou et Dembéni, l'aléa submersion marine en bleu, l'aléa inondation en gris, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, notamment ici, et ici on voit les poches, ici à Dembéni, à Jangoua, qui sont assez présentes bien sûr autour du réseau hydrographique.
Et puis, il y a aussi la présence, du coup, en cartographie, de l'aléa fort, chute de bloc en violet, ici et ici, et l'aléa fort glissement de terrain. C'est des aléas forts, il y a bien sûr l'aléa moyen qui n'est pas cartographié ici, sinon, en fait, on ne verrait pas, le fond de carte. Ça serait partout coloré. Et puis, il y a petite terre aussi qu'on voit un petit peu bien plus impacté par le risque d'aléa, enfin, l'aléa submersion marine, pardon, et plus sur l'aléa mouvement de terrain sur grande terre. Donc les cyclones. Les cyclones, c'est ma première petite partie sur les risques. Les cyclones, donc du coup, ce sont des événements majeurs qui prennent naissance ici en océan Indien à l'est et qui sont poussés par les vents vers nous, vers l'ouest, et qui sont donc formés par des nuages, des forts vents, des fortes précipitations sur Terre, et aussi en mer, bien sûr, et qui sont donc des aléas, un aléa qui est très impactant quand il arrive et qui donc occasionne un risque important sur Terre. D'ailleurs, on parle de cyclone poisson. Quand les cyclones ne touchent pas Terre, ils restent dans l'océan Indien et du coup c'est juste un aléa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeux qui sont exposés et impactés, il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas d'hommes qui sont impactés, et donc du coup c'est juste un aléa. C'est justement la définition d'un aléa, c'est-à-dire un événement naturel qui se produit, et c'est tout. Un cyclone est un ensemble de nuages très étendus en forme de disque qui se déplace en tournant sur lui-même. La caractéristique principale de formation, c'est une température supérieure à 26 degrés sur les 50 premiers mètres dans la mer. C'est-à-dire qu'il faut une forte température de la mer, il faut aussi une forte évaporation de cette eau qui, du coup, donne naissance à la dépression tropicale. Il se manifeste par 4 phénomènes extrêmes: les fortes pluies, les vents violents, les orages et les fortes houles. Donc les cyclones historiques à Mayotte, donc ça c'est pas l'historique de tous les tempêtes tropicales, tous les cyclones qui sont arrivés sur l'océan Indien, juste on a fait un focus sur Mayotte, et ça ne concerne pas non plus toutes les trajectoires des cyclones ne sont pas sur cette image, c'est juste pour montrer que certaines trajectoires sont rectilignes et d'autres sont anarchiques ou en boucle, c'est-à-dire qu'on voit par exemple ici la trajectoire de Ernest qui est assez rectiligne, qui est donc impactante, mais finalement moins embêtante qu'un cyclone qui peut faire une boucle, c'est-à-dire rester plusieurs heures, voire une dizaine d'heures sur le même territoire en tournant comme ça, ou ici à Madagascar, donc le même, Hélène, qui était très impactant, et aussi pour Mayotte. Les impacts à Mayotte sont assez nombreux, on a enregistré du coup par des photos notamment, mais aussi par l'expérience, que les cyclones comme par exemple Belna occasionnaient des submersions marines, des inondations, des forts impacts au niveau des vents, des bangas, des destructions. Et puis il y a eu des cyclones majeurs qui ont été enregistrés. Le cyclone de référence est Kamissi en 1984, qui a impacté Mayotte. Beaucoup de Mahorais, quand on leur demande, se souviennent de Kamissi. C'est aussi là où il y a eu la plus forte rafale de vent enregistrée à 148 km/h. Pour l'instant, on croise les doigts pour pas qu'il y ait de Kamissi à nouveau, mais statistiquement, il est probable que bientôt un cyclone arrive sur Mayotte. Et à ce moment-là, il faut se préparer, et c'est aussi via des projets de ce type qu'on peut être amené à se préparer. Le cyclone Kamissi, du coup, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a impacté durement les bangas, sur lequel je reviendrai aussi plus tard. Les cyclones, donc, du coup, sont classés en fonction de leur intensité de vent. Les tempêtes tropicales d'abord, donc dépression tropicale entre 51 et 62 km/h de vent, puis après on arrive sur la tempête tropicale modérée, la forte tempête tropicale. Donc Anna, c'était une tempête tropicale modérée. D'ailleurs, il y avait eu des rafales de vent qui n'étaient pas dues directement à Anna, mais à une aspiration au niveau de nord-ouest dans le sens sud-est, et qui a conduit justement aux dommages qui ont été enregistrés pendant l'épisode Anna. Il y avait 75 km/h de vent. Actuellement, là aussi je vous montrerai, on a une dépression tropicale à l'est des Mascareignes où sont enregistrés des vents à 100 km/h et qui est en train de grossir en ce moment et qui va arriver sur Maurice. Et donc du coup on arrive au cyclone tropical, donc le terme de cyclone tropical à partir de 118 km/h de vent, et donc le Kamissi était un cyclone tropical.
Pour la prévision. Alors, la prévision de la saison cyclonique, donc là je vous en parle parce que ça concerne aussi un petit peu Mayotte. Pour la saison cyclonique 2021-2022, il a été prévu, donc en fin novembre, selon Météo France, qu'il y aurait un retard à l'allumage de la saison cyclonique qui s'est effectivement confirmé, puisque la première tempête tropicale, le premier système dépressionnaire a été enregistré il y a une semaine, donc c'était Anna, et donc c'est une des 4 saisons cycloniques les plus tardives de l'histoire des mesures scientifiques sur les saisons cycloniques. C'est donc assez rare. Et ça veut dire aussi que statistiquement, on aura probablement plus de tempêtes tropicales, de cyclones qui vont être enregistrés en peu de temps, puisque théoriquement, la saison cyclonique se termine fin avril, voire fin mai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement on va avoir plus de cyclones en peu de temps, ça veut dire qu'il va falloir aussi se préparer, se renforcer, avoir une meilleure résilience, et c'est pas forcément le cas à Mayotte. Ici, c'est les prévisions pour Anna au tout début. Donc, on avait à ce moment-là une zone sur Météo France qui était indiquée ici. Il y avait Anna qui commençait déjà à se former et qui avait pas mal impacté les territoires de Madagascar. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une chance sur. Donc, c'est une chance entre 30 et 60% qu'il y ait un système dépressionnaire qui se forme entre 2 et 5 jours. Donc ça, c'est la couleur orange et les pointillés qui l'indiquent. Et puis au même moment, il y avait une zone, donc à l'est des Mascareignes, où il y avait inférieur à 30% de chances qu'il se forme un système dépressionnaire d'ici 2 à 5 jours. Ça, c'était le 19 janvier. Le 20 janvier, il y a eu donc une légère modification des prévisions et donc l'apparition d'un système donc sur la croix, là, et c'était du coup Anna qui se formait. Et puis Anna finalement a continué de se former, a traversé Madagascar, a occasionné 40 victimes à Madagascar, des gros dommages, il y a 130 000 personnes qui ont été déplacées. Et puis a traversé après ensuite le canal du Mozambique et est venu impacter le Mozambique et le Malawi. Donc là on a les photos de maisons qui sont détruites à Madagascar à gauche. Et puis les inondations importantes du coup sur les terres à Madagascar. Donc comme je disais, 80 morts à Madagascar au total pour l'instant, Mozambique, Malawi, tout compris. 500 000 personnes affectées au Mozambique. Donc une tempête tropicale qui n'est donc pas un cyclone en termes d'intensité, peut occasionner de forts dommages déjà sur les pays de l'océan Indien. Donc on imagine ce que ça pourrait être à Mayotte. Je vais revenir sur la diapositive précédente. On voit sur la trajectoire que Anna n'a pas impacté Mayotte. Mayotte était juste à la lisière des turbulences générées par Anna. Et pourtant, on a quand même déjà enregistré quelques petits dommages. On a heureusement un plan Orsec qui a été mis à jour. Donc le plan Orsec, c'est le plan d'organisation des secours. C'est un document qui planifie la réponse des institutions en concertation avec l'ensemble des partenaires techniques et l'ensemble des associations de protection civile dont fait partie la Croix-Rouge française et qui s'organise selon les alertes donc du coup cycloniques, pré-alerte, alerte orange, alerte rouge, alerte violette maintenant et la phase de sauvegarde. Selon toutes ces alertes, il y a donc des comportements adoptés, il y a des messages qui sont diffusés et il faut aussi du coup faire attention à ce qui est dit à la radio, ce qui est dit à la télé. Nous, donc, on reprend ces messages. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand il y a un cyclone? Bon, évidemment, il faut toujours rester informé, puisqu'il y a des prévisions qui sont liées aux vigilances et aux alertes préfectorales et qui peuvent changer du jour au lendemain. Et puis, donc, on dit donc, d'écouter la radio. Il faut aussi vérifier toutes ces affaires dans le cas où il y aurait une évacuation d'urgence en alerte orange. En alerte orange, ce qui se passe, c'est que donc 24 heures avant l'arrivée du cyclone, en alerte orange, les établissements scolaires sont fermés, les élèves rentrent chez eux et après, du coup, la préfecture peut disposer de ces établissements pour organiser des centres d'hébergement d'urgence. Ces centres d'hébergement d'urgence ne sont pas tous gérés par la Croix-Rouge française, il y en a certains qui le sont, d'autres, et la plupart ne le sont pas, sont gérés par d'autres institutions de protection civile, mais globalement, ça sert à accueillir les gens qui habitent dans des endroits qui sont très exposés. Heureusement, Belna n'avait très peu impacté le territoire de Mayotte, donc il n'y avait pas eu de victimes à recenser. Mais si toutes ces personnes-là qui étaient restées dans leur banga avaient été impactées par le cyclone, il y aurait probablement, certainement, beaucoup de morts. Donc il vaut mieux sauver sa vie que sauver son banga. Son banga, on peut le reconstruire.
alors que quand on perd la vie, eh ben, c'est fini. Et puis, donc du coup, ça c'est ce qui se passe donc, à Mayotte, en alerte rouge. Donc, si on est en capacité de pouvoir protéger sa maison, il faut protéger ses fenêtres, il faut les fermer. Donc les NACO, il faut les fermer, parce qu'après sinon il peut y avoir des appels d'air et la toiture peut s'envoler avec les vents très violents qui s'engouffrent dans la maison. Et puis, on a aussi, si possible, on donne la capacité aux gens de pouvoir faire des stocks, des réserves, pour pouvoir tenir 3 jours dans leur maison sans sortir, surtout en alerte violette. Bon, je vais enchaîner sur les séismes. Donc les séismes, cassure brutale des roches sur la surface de la Terre. Donc il y a une vibration qui se propage dans la Terre suite à la libération soudaine de l'énergie qui est emmagasinée au fur et à mesure du temps. Cette vibration peut causer des dommages directs aux maisons, aux routes, et donc est source d'impact fort sur le territoire. À Mayotte, c'est une île volcanique, donc une île qui a depuis des millions d'années, qui s'est formée au fur et à mesure d'une activité volcanique, qui a fini de se construire il y a 4000 ans environ, au niveau de Petite Terre. Donc c'est très récent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, comme c'est une île volcanique, il y a forcément, à un moment donné, une activité volcanique qui a été enregistrée et qui s'enregistre encore actuellement, puisque du coup, depuis 2018, on a la naissance d'un volcan sous-marin qui est au large de Petite Terre, à 50 km de Petite Terre, à 3500 mètres de profondeur, qui fait actuellement une hauteur de 800 mètres. Ces 800 mètres sont nés du coup de l'activité volcanique qui s'est produite entre 2018 et maintenant, et qui a développé du coup tous ces séismes que vous avez peut-être pu constater entre 2018 et 2021. Notamment des séismes de forte magnitude jusqu'à 5,9. Ces séismes ont pu endommager des maisons, donc les fissurer, etc. Le BRGM a constaté avec le Revocima et l'ensemble des campagnes scientifiques qui ont été organisées sur Mayotte que l'île s'était aussi enfoncée, donc il y a une subsidence qui s'est produite, plus importante que la subsidence moyenne des îles volcaniques sur la Terre. Sur la Terre, la subsidence en moyenne c'est 0,5 mm par an, alors qu'à Mayotte, il y a eu une subsidence de 20 cm enregistrée en 3 ans de la façade est de Mayotte, pendant que la façade ouest s'enfonçait de 10 cm. Ce qui correspond à un enfoncement en moyenne entre 200 et 500 fois supérieur à la moyenne du coup mondiale, ce qui est très important, et ce qui donc impacte aussi substantiellement certains risques, notamment le risque d'érosion du littoral, mais aussi de submersion marine. Heureusement, le BRGM m'a confirmé que l'enfoncement était en ralentissement depuis quelques mois. Donc l'île ne va pas disparaître tout de suite, hein, on a encore beaucoup de temps avant de voir peut-être l'île s'enfoncer complètement. Donc là-dessus, et quand je dis longtemps, c'est plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années, hein, on a encore beaucoup de temps. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus, c'est juste qu'il y aura potentiellement, avec aussi l'élévation du niveau de la mer à cause du réchauffement global, plus de risques de submersion marine, plus de risques de submersion marine à cause des grandes marées aussi, sur le territoire à Mayotte. Je vous montre du coup un modèle numérique de terrain, donc MNT, modèle numérique de terrain, donc c'est une modélisation sur informatique qui se base sur des relevés de terrain, sur des relevés donc du coup bathymétriques, c'est-à-dire de la profondeur en dessous du niveau de la mer, mais aussi du relief. Donc on a aussi le relief de Mayotte qui se trouve au centre de la Grande Mer de Corail, et on a une ride du coup volcanique qui se trouve ici, avec le nouveau volcan ici. Et aussi des dômes volcaniques sur l'ensemble de cette ride qui montrent du coup bien qu'il y a une activité volcanique à l'est de Mayotte. Donc on a des séismes qui viennent se produire quand il y a une remontée du magma qui fracture la roche et qui arrive du coup à construire finalement le dôme volcanique. Donc c'est comme ça qu'on sait aussi qu'il y a de l'activité volcanique. Les séismes sont ressentis à partir de la magnitude 2,5 en moyenne, et donc il y en a beaucoup qui ne sont pas ressentis, et d'ailleurs en ce moment même, peut-être si ça se trouve, il y a une vibration qui indique qu'il y a une activité volcanique sous-marine. On ressent du coup à partir de magnitude 2,5 jusqu'à magnitude 9,5 théorique, et ça indique que du coup du magma sort de la Terre et il vient construire les dômes volcaniques au fur et à mesure.
des dômes ont été enregistrés des nouveaux dômes ont été enregistrés pendant les campagnes scientifiques d'observation. Et on a aussi des cartographies qui ont été faites par le Revocima et le BRGM qui montrent du coup sur ces dessins principaux donc une forme de fer à cheval qui pourrait indiquer l'emplacement sous-marin, donc verticalement en profondeur de cet essaim de séisme, l'emplacement de la poche magmatique qui du coup construit au fur et à mesure les édifices volcaniques situés à l'est de cet endroit. Le BRGM m'a dit aussi que on a eu de la chance, encore une fois, Mayotte a eu de la chance, puisque le magma qui a traversé la croûte océanique, qui du coup est arrivé pour construire le volcan, aurait très bien pu le faire à 10 km à l'ouest de la poche magmatique, et donc du coup atteindre Petite Terre. Là il s'est fait à 50 km à l'est, mais ça aurait pu être à 10 km à l'ouest. Donc là encore on a de la chance, un volcan ne naît pas en plein milieu de Mayotte, il naît à 3500 mètres de profondeur. Voilà. Donc nous, sur la Pierrois, on parle beaucoup des séismes à travers les éruptions volcaniques, mais pas que, il y a aussi l'activité tectonique. Donc là, j'ai raccourci un petit peu le format, mais il faut aussi rappeler qu'il y a une activité tectonique au niveau de l'Afrique de l'Est, qui peut occasionner des séismes du coup, continentaux, mais aussi au niveau de Mayotte. Ce qu'on rappelle, c'est qu'il faut, pour les élèves qui sont dans les classes, se mettre sous les tables et tenir les tables. C'est important de tenir la table. Parce que pendant une vibration qui peut être longue de 1 minute, la table peut bouger et du coup ne plus offrir la capacité de protection escomptée. Et si possible, sortir des bâtiments. Le réflexe aussi, c'est sortir des bâtiments. Donc si on ne peut pas sortir des bâtiments, on se met sous une table qui est solide et puis on espère que tout le plafond et tout le toit ne tombe pas uniquement sur cette table. Et puis sinon, on sort des bâtiments. Le conseil principal, c'est sortir des bâtiments pendant la secousse. Il faut avoir le réflexe de le faire, surtout qu'à Mayotte, c'est des petits séismes volcaniques, entre guillemets, qui durent quelques secondes, quelques dizaines de secondes au max. Et du coup, il faut vraiment se bouger. Voilà. Et puis, bien sûr, se tenir informé toujours, et si possible, d'avoir des bonnes informations. Je dis ça parce que du coup, il y a aussi entre guillemets, des fake news qui ont pu être enregistrées lors des grandes crises. Des séismes qui avaient été annoncés, prévus, et les personnes s'étaient réfugiées sur des stades en pleine nuit. On ne peut pas prévoir un séisme. Les scientifiques sont incapables de prévoir un séisme. C'est impossible de prévoir un séisme, on ne peut que l'enregistrer. On peut émettre éventuellement des statistiques, mais c'est toujours difficile. Tout ce qu'on peut faire, c'est du coup avoir les bons réflexes pour pouvoir se prémunir des impacts qui sont occasionnés par les séismes. J'enchaîne, je suis désolé, c'est super dense. Les inondations, du coup, il y en a plusieurs types. Les inondations, c'est donc la présence soudaine d'eau dans une zone où actuellement il n'y en a pas, qui sont causées par les précipitations, les fortes précipitations. Donc ça peut être un risque associé, par exemple, au cyclone, à l'arrivée d'un cyclone, donc forte précipitation qui occasionne des inondations, mais ça peut être aussi une inondation par submersion marine ou des inondations suite à l'arrivée d'un tsunami sur le littoral. Une sorte de submersion marine. Donc il y a plusieurs types d'inondations ici à Mayotte. Crues torrentielles. Donc les crues torrentielles, c'est des fortes précipitations qui occasionnent une lame d'eau qui se déverse dans les ravines et dans les rivières et qui donc, du coup peut emporter aussi les enfants, les femmes qui sont sur les rivières ou dans les rivières. Et on a aussi donc, du ruissellement pluvial, donc ruissellement urbain, des fortes précipitations qui se localisent sur des quartiers qui sont très urbanisés, très bétonnés, avec très peu d'infiltration de l'eau. L'eau stagne, l'eau s'accumule, et au fur et à mesure, on a du coup des inondations qui peuvent être assez importantes. Et puis on a aussi des inondations par submersion marine, donc submersion marine par houle cyclonique, donc des grosses vagues qui sont amenées par les vents et la dépression qui est occasionnée par les cyclones. Et ça peut être aussi une tempête toute simple, ça peut être de forts vents sans cyclone qui amènent des grosses vagues, ça peut être un tsunami. Les inondations, du coup, sont très importantes à Mayotte quand elles arrivent, généralement en saison humide. Donc on a plusieurs photos ici. Donc toutes les photos ici qui sont dans la présentation, c'est des photos de Mayotte. Ici, c'est une photo de Ouangani. Et puis, on a sûrement des photos de Kawini.
Donc ça occasionne, comme je vous l'ai dit, donc, des dommages sur les routes, des dommages sur les ravines, les fossés, des voitures peuvent être emportées, des coulées de boue peuvent être enregistrées. Donc les coulées de boue, c'est le croisement entre une crue torrentielle et un glissement de terrain. Donc ça peut être aussi très très violent. Et puis, il peut y avoir aussi des embâcles qui peuvent être enregistrés. Donc les embâcles, c'est des sortes de petits barrages qui se forment quand il y a des déchets qui s'accumulent, par exemple, sur la bouche d'une canalisation ou sous un pont. Ces embâcles peuvent rompre, donc il y a une rupture un peu de barrage qui se fait. Et à ce moment-là, il peut y avoir une lame d'eau soudaine et assez importante qui dévale l'aval du cours d'eau ou de là où ça a été inondé. Et ces embâcles peuvent être évités en curant les fossés, en curant les canalisations, en entretenant le réseau, et puis du coup en évitant de jeter les déchets aussi verts. Hein. Je ne parle pas que des déchets en plastique, mais aussi les déchets verts partout, n'importe comment. Et notamment en saison des pluies. Ces embâcles, donc du coup je vous les montre ici. Hein, donc, ça c'est des photos qui ont été faites par la DEAL suite à des inondations ou suite à des fortes précipitations. Donc on remarque bien qu'il y a des déchets du bâtiment, des déchets plastiques, des déchets verts qui s'accumulent du coup et qui peuvent donc obstruer les bouches les bouches de canalisation, les sorties d'eau, et qui peuvent après du coup en cassant occasionner beaucoup de dégâts. On a aussi donc du coup la destruction des infrastructures, l'érosion des infrastructures qui sont occasionnées par les inondations. On a des mauvais comportements aussi sur les constructions qui sont notés. Par exemple ici, il y a une image assez frappante d'une personne qui a construit son escalier dans une ravine. Donc là, on obstrue la ravine, qui est l'endroit où s'écoule naturellement l'eau. Et puis on a aussi du coup un risque de barrage au niveau, enfin d'embâcle au niveau de part et d'autre de la ravine au niveau de l'escalier. Cet embâcle qui cède peut aller du coup occasionner une grosse lame d'eau, donc beaucoup de dommages sur la maison qui est juste après en aval de cet escalier. Et puis il peut y avoir petit à petit une fragilisation de l'ensemble de l'édifice qui peut du coup aussi rompre. Donc ça typiquement c'est un mauvais comportement. Il y a beaucoup de populations aussi qui construit malheureusement sur les fortes pentes, qui sont très soumises aussi au risque d'inondation, puisque du coup, risque d'inondation gravitaire, s'il y a forte précipitation au sommet de certaines montagnes, l'eau dévale les endroits où les gens vont. Et puis là on voit pas très bien, je sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup il y a aussi des gens qui construisent des murs en béton entravant du coup les ravines. Donc ça typiquement c'est des mauvais comportements sur lesquels il faut qu'on agisse, qu'on prévienne. Je vais peut-être pas vous mettre la vidéo. Alors, oui, surtout qu'elle n'est pas passée. Bon, je vais pas vous mettre la vidéo, c'est la vidéo donc, de la photo que je vous ai montrée de Ouangani, où on a donc une crue torrentielle bien chargée en boue et qui emporte un mur sur lequel sont deux personnes. Donc deux personnes essayent d'escalader le mur, elles sont emportées par le fort courant et heureusement elles sont sauvées, elles se sauvent en s'accrochant aux fenêtres. Typiquement, c'est encore un exemple de mauvais comportement de personnes qui sous-estiment le risque et qui sont emportées par quelque chose qu'elles n'avaient pas forcément prévu. C'est comme ça qu'il y a des victimes, notamment d'inondations. Pour l'anecdote, la population la plus vulnérable en risque d'inondation, c'est les quarantenaires, cinquantenaires hommes qui se pensent tout puissants au volant de leur grosse voiture, qui traversent les rivières et qui sont emportés, qui traversent les ponts, qui sont inondés, qui sont emportés. Les inondations, du coup, c'est quelque chose qui peut être prévisible. Hein. C'est quelque chose qui est prévisible via les fortes précipitations qui sont annoncées par Météo France. Il ne faut pas rester au bord des rivières, il ne faut pas rester, puisqu'on a un risque du coup qu'une lame d'eau puisse arriver et tout emporter. Je pense notamment aux femmes qui font bien souvent de la lessive dans les rivières à Mayotte. Donc il faut vraiment, en vigilance, ne pas faire ce genre de choses, même si je sais que ça peut être compliqué pour une partie de la population. Il y a un risque. Et puis, du coup, se renseigner sur les centres d'hébergement s'il y a une inondation qui se déroule, un peu comme à Aqua. Il y a eu une inondation à Aqua en début d'année 2021, où il y a eu une centaine de personnes qui avaient été impactées. Donc là, certaines ont dû être évacuées. Et puis, donc il ne faut pas traverser les rivières, évidemment, pas traverser les ponts qui peuvent être submergés, pas traverser les radiers. Donc les radiers, ça peut être aussi les gués. C'est-à-dire, par exemple, je pense notamment dans le centre de Mayotte, au niveau de Combani, même ailleurs, hein, les petites pistes qui traversent les ravines.
les rivières. Donc là, il y a des gués qui sont construits en béton. Donc il peut arriver qu'il y ait une forte précipitation et avec une forte lame d'eau qui arrive tout d'un coup, qui peut emprunter une voiture. Donc ne pas traverser ces endroits. Et puis après, donc du coup, évidemment, essayer de ne pas téléphoner, sauf en situation d'extrême urgence, pour ne pas encombrer les réseaux qui sont utilisés par les pompiers, par les policiers, qui sont là aussi en gestion de crise. Je continue. Du coup, les mouvements de terrain. Donc les mouvements de terrain, c'est pareil, il y en a un certain nombre à Mayotte, qui font des victimes, certains. Il y a des mouvements lents. Donc les mouvements lents, qui entraînent une déformation progressive des terrains, qui sont donc sur le long terme, donc plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années. Et puis les mouvements rapides qui se produisent brutalement. Ça peut être par exemple des éboulements, des chutes de blocs, qui sont difficilement prévisibles, même si on connaît les zones quand même sur lesquelles il y a des aléas forts, chutes de blocs, sur lesquelles on doit faire attention. Donc les différents mouvements de terrain qui sont présents à Mayotte, les glissements de terrain lents, les éboulements, donc les chutes de blocs, les éboulements de routes, et puis les coulées de boue. Les coulées de boue qui sont à la croisée entre crue torrentielle et mouvements de terrain, qui sont très chargés du coup en terre, et qui ont une très très forte force, qui ont une capacité à pouvoir faire des dommages qui est extrêmement forte. Donc ces mouvements de terrain sont accrus par l'absence de couvert forestier, de couvert végétal. La déforestation produit à Mayotte ce qu'on appelle des endroits qui s'appellent donc les PADZA, qui sont des endroits donc du coup où la végétation a du mal à repousser, qui sont des endroits qui sont très lessivés par les fortes pluies, qui sont très soumis au glissement de terrain, mais pas que. Il y a aussi l'implantation de nouvelles espèces végétales qui ont un système racinaire qui est moins développé que celles qui ont été enlevées et qui du coup ne stabilisent pas le terrain quand il y a par exemple des infiltrations très importantes qui se produisent lors de fortes précipitations et qui du coup occasionnent des glissements de terrain, des mouvements de terrain. Et puis donc des interventions humaines, des constructions. Les constructions aussi peuvent déstabiliser les terrains. Et puis bien sûr, il y a aussi des séismes qui sont des déclencheurs d'éboulements. Donc là on a des photos encore de Mayotte, donc avec par exemple on voit donc là un petit glissement de terrain au niveau d'une maison. Ça s'est effondré en dessous de la maison, il y avait un mur de soutènement pourtant qui avait été construit mais qui a quand même été emporté. Donc on voit bien d'ailleurs que les constructions humaines, bien que pensées solides, ne le sont pas face à la nature et qu'il faut faire attention du coup quand on construit. Ici une photo de l'événement qui s'est passé à Koungou en 2018 quand il y a eu malheureusement une mère et ses 4 enfants qui sont décédés suite à un glissement de terrain qui s'est abattu sur leur maison, suite à des fortes précipitations. Typiquement dans un endroit où il y a donc des bangas qui sont construits sur des fortes pentes, dans des zones très exposées, et qui sont très soumis du coup à ce risque, et qui peuvent être associés aussi, notamment en termes de risque, aux cyclones, à l'arrivée des cyclones. En termes de comportement, de messages qu'on fait passer, donc c'est difficile de prévoir les mouvements de terrain. C'est possible de prévoir les précipitations qui sont associées aux mouvements de terrain, mais c'est difficile de dire qu'un endroit va glisser, surtout quand c'est des glissements rapides. Quand c'est des glissements lents qui sont enregistrés par les experts, les scientifiques, à ce moment-là, c'est possible de pouvoir développer des actions qui peuvent limiter ce risque. Mais globalement, ce qu'il faut faire, c'est donc évacuer les bâtiments, s'éloigner de la zone, parce qu'on pense peut-être des fois s'être éloigné suffisamment, mais en fait ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on se trouve sur un pan, sur un versant qui est lui-même en situation de glissement, et dans ce cas-là, il faut vraiment changer d'endroit, être dans un endroit sûr, se réfugier dans un endroit, si possible, très éloigné du premier glissement de terrain. Et puis du coup informer les autorités de l'événement, évidemment, pour qu'elles puissent après pouvoir y répondre si ils prenaient des proportions beaucoup plus grandes. Je vais passer sur le 5e risque qu'on traite du territoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on a une photo d'un tsunami au Japon, donc c'est 2011, le tsunami qui a partiellement détruit la centrale de Fukushima, avec une vague de plusieurs mètres de hauteur, qui a dépassé qui faisait 10 à 15 mètres de hauteur,
Donc là, c'est un séisme tectonique. Donc c'était un séisme qui se produit suite à un gros séisme sous-marin et qui occasionne donc de forts dommages suite à la libération d'une quantité d'énergie énorme. Donc ici, on a des bateaux de pêche qui ont été emportés, qui se sont retrouvés à l'intérieur des terres, à 2-3 km à l'intérieur des terres. C'est pas forcément ce genre de tsunami auquel on peut s'attendre à Mayotte, heureusement. Un tsunami, donc ça se forme par la libération d'une quantité d'énergie très importante suite à généralement un séisme. Ça peut être aussi un glissement de terrain, un glissement de terrain important. Par exemple, il peut y avoir par exemple le volcan du Karthala aux Comores qui s'effondre et qui s'effondre dans la mer et qui occasionne du coup un tsunami qui arrive sur la façade ouest de Mayotte. Mais globalement, c'est souvent les séismes qui produisent cette quantité d'énergie qui est capable donc, du coup de former une vague qui arrive. Cette vague, quand elle arrive, elle occasionne un recul de la mer très rapide, qui est un signe naturel d'ailleurs sur lequel il faut absolument diffuser en termes d'indication d'arrivée d'un tsunami à Mayotte. Par exemple, si la mer se retire brusquement sans raison et de façon exceptionnelle, ça peut annoncer l'arrivée d'un tsunami. Et quand le tsunami arrive, la lame d'eau donc du coup se forme, la vague se crée et inonde très rapidement l'intérieur des terres, puisqu'il s'agit d'une montée du niveau de la mer, donc ça va assez loin dans les terres, à l'intérieur des terres. Donc les signes, on peut sentir un séisme, on peut aussi ne pas le sentir. Typiquement, un séisme en Indonésie qui se produit, on ne sent pas le séisme, mais pourtant un tsunami arrive. C'est ce qui s'est passé en 2004. Et puis, la mer se retire rapidement, brusquement. Les comportements d'animaux peuvent changer, donc il peut y avoir des oiseaux, des zébus, des chiens, des chats qui ont peut-être un sixième sens, qui ont des comportements bizarres à l'arrivée d'un tsunami. Donc ça, c'est aussi un signe naturel. Et puis, du coup, on a un grondement qui peut être aussi perçu à l'arrivée de la vague. Je disais donc le séisme qui peut se produire en 2004. Donc en 2004, il y a eu un séisme, donc le séisme de Banda Aceh, j'en parlerai aussi à la fin, qui se produit et qui occasionne une succession de vagues d'une hauteur allant de 20 à 30 mètres de hauteur. Donc des vagues énormes qui ont occasionné malheureusement 300 000 victimes. Et cette vague a traversé l'océan Indien, elle a mis entre 7 et 9 heures à atteindre l'archipel des Comores, et il y a eu des dommages faibles qui ont été ressentis, mais existants quand même à Mayotte, avec une vague qui s'est quand même propagée avec une hauteur de 50 cm à 1 mètre, je crois, sur Mayotte. Heureusement, il y a des campagnes qui ont été produites sur Mayotte dernièrement, avec notamment l'arrivée de géographes de l'université de Montpellier, avec la préfecture, qui donc ont fait une campagne de modélisation et d'organisation des sites refuges et d'itinéraires d'évacuation lors d'un tsunami, en cartographiant notamment les espaces qui pouvaient être inondés potentiellement par un tsunami et en relevant tous les sites refuges qui sont accessibles en moins de 15 minutes à pied proche du littoral. Donc ici on a une carte de Mamoudzou de Petite Terre de ces sites refuges. C'est accessible gratuitement en ligne avec le lien qui se trouve sur le PowerPoint. Ici c'est Dembéni, donc Dembéni avec les sites refuges qui ont été enregistrés par le travail du coup de l'université de Montpellier et de la préfecture, et à Jangois aussi, avec en jaune du coup la poche de modélisation de tsunami. Un tsunami du coup à Mayotte, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai enlevé la slide. Donc un tsunami à Mayotte, c'est un risque modéré. Pourquoi ? Parce qu'il y a des barrières naturelles déjà qui existent. La barrière de corail, les coraux, les récifs et les mangroves sont des structures naturelles qu'il convient de protéger, puisqu'elles nous protègent des tsunamis et aussi des submersions marines et aussi des vagues en général. Et donc ces barrières de corail diffusent l'énergie du tsunami quand il arrive. Donc elles amoindrissent finalement l'impact du tsunami, et les modélisations qui ont été faites pour un tsunami qui venait de l'effondrement par exemple de la poche magmatique du volcan sous-marin donnaient une valeur de 3,50 m
de hauteur de vague maximale au niveau de l'aéroport, de 1,50 m à Petite Terre en général, et de 50 cm à 1 mètre au niveau de Mamoudzou. Et donc c'est pour ça qu'on qualifie le risque tsunami de modéré à Mayotte, puisqu'il impacterait finalement peu le territoire mahorais. Il n'y a pas besoin d'aller se réfugier en haut du mont Chungi pour échapper à un tsunami à Mayotte. En cas d'alerte, donc du coup, ce qu'on essaye de diffuser, c'est la reconnaissance des signes naturels. Un tsunami qui est occasionné par l'effondrement de la poche magmatique mettrait 15 minutes à arriver de l'endroit mais qui se forme du coup selon une vague qui se rapproche, qui grandit quand elle se rapproche du littoral. Et donc du coup, quand on est proche du littoral, il vaut mieux monter, s'échouer et aller en hauteur. Mais quand on est au large, il vaut mieux aller, il faut mieux rester au large. Voilà. Et puis du coup toujours écouter les consignes des autorités dans le cas d'une succession de vagues qui pourraient arriver. Quand il y en a une, des fois il y en a plusieurs. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. 13h27. Oh, on finit à 14h, c'est bon. J'étais très dense, mais bon. J'ai encore 2 parties à souligner. Donc on a des activités opérationnelles dont je vous ai parlé au début, qui essayent donc d'améliorer la résilience des populations face aux risques naturels à Mayotte. Donc on passe par la sensibilisation des enfants, avec donc, les outils que je vous ai montrés. On forme les bénévoles du coup à venir dans les classes, et aussi aux événements grand public avec les outils. Donc là, c'est un bénévole dans l'école de Kawini qui fait une animation avec les élèves de CM1, CM2 c'était en novembre, je crois. Et puis, donc, on organise des événements grand public. Donc, on profite par exemple des journées internationales. On était présent sur la journée internationale de la réduction des risques de catastrophe le 13 octobre. On était aussi présent lors de la journée internationale du climat à Bandrélé avec la FMAE le 11 décembre. Et puis on va organiser d'autres événements plus localisés dans les quartiers avec les associations de quartier qui seront formées aussi à la réduction des risques et au premier secours pour avoir une approche plus communautaire. On va essayer de cibler plus les populations qui sont les plus exposées, notamment face au risque d'inondation, risque cyclonique et risque de mouvement de terrain. Et puis donc, du coup on renforce les capacités. Donc on a ici des photos qui montrent les stocks qui sont dans l'entrepôt à Petite Terre. Donc, il y a par exemple des lits picots, des tentes, des kits hygiène, des kits cuisine qui sont prépositionnés, c'est-à-dire qui sont ici à Mayotte et qui peuvent après être distribués à l'ensemble des personnes qui sont impactées lors des catastrophes. Des exercices aussi de montage de temps, des exercices de traitement de l'eau en situation d'urgence sont organisés pour améliorer du coup les réponses d'urgence en cas de crise. Et puis on fait aussi des évaluations lors du projet. Donc on a financé la première étude socio-anthropologique sur la perception des risques naturels en 2020 qui a conduit à des résultats qui orientent finalement les activités qu'on mène sur le territoire. On organise aussi des enquêtes du coup sur la perception des risques, notamment les enquêtes CAP, connaissance, attitude, pratique, qui questionnent les habitants. Donc on a questionné plus de 500 en mai dans les territoires les plus exposés, donc notamment dans les hauteurs de Cavani, dans les hauteurs de Kawini, dans les hauteurs de Msapere, Passaminti, et aussi sur le littoral à Petite Terre, notamment, mais pas que. Et tout ça pour essayer de percevoir le mieux possible les attentes et les besoins de la population et pouvoir orienter nos activités. Donc là, c'était plus la partie opérationnelle, en fait, les activités finalement de gestion de risque de catastrophe que nous on organise pour pouvoir répondre finalement aux enjeux de ce territoire face au risque naturel. Et maintenant, j'ai essayé de faire quelque chose d'original pour cette conférence. Donc, j'ai essayé de rattacher les disciplines universitaires qui sont donc présentes ici à ce qu'on fait et à ce qui peut être fait sur le territoire. Donc forcément, moi j'ai une approche de géographe. Donc moi j'ai un cursus 100% universitaire. J'ai fait une licence à Angers, puis à Nantes, et puis après j'ai fait un master à Montpellier, donc en gestion des risques. Et donc du coup,
c'est un petit peu je montre un petit peu le fait qu'il y a des débouchés finalement qui sont quand même très concrètes, notamment en gestion de projet, même si on n'a fait que l'université. L'université est très bonne formatrice et il faut avoir confiance dans le cursus universitaire. Donc moi j'ai une approche de géographe, j'ai une approche physique. Donc là par exemple je vous montre à l'écran une image 3D du territoire de Mayotte avec un zoom sur la baie de Dembéni. Donc ici c'est Dembéni, hein. Je sais que c'est peut-être pas très visible, mais là on a les crêtes du Benara, avec le sommet du Benara qui se trouve juste devant la presqu'île de Bouéni, les crêtes du Benara, toc toc, et qui arrive là du coup sur Dembéni, pour montrer que c'est un territoire finalement, un territoire du coup mahorais, qui est un territoire insulaire, donc qui est assez peu desservi, ou en tout cas qui est très dépendant des importations, ou en tout cas de l'aide quand il s'agit d'un territoire du coup qui est, je dirais pas enclavé, mais presque. Volcanique, donc d'origine volcanique, donc avec beaucoup de relief, très accidenté, avec des pentes très fortes, une bande littorale étroite, dentelée, qui est peu accessible, ou en tout cas très peu accessible rapidement. J'ai quand même mis une demi-heure en voiture pour faire juste Msapéré jusqu'à ici à Dembéni. Donc on parle de faire 1 heure de voiture pour aller jusque dans le sud et dans le nord. Donc peu accessible par les secours aussi. Et puis, donc peu de plaines ou de plateaux pour développer des activités industrielles ou commerce, ou pouvoir s'étendre pour des habitations. Donc c'est pour ça que les gens aussi habitent dans des endroits très exposés, sur des fortes pentes. Réseau hydrographique torrentiel ou semi-torrentiel, donc là aussi exposé aux crues torrentielles. C'est un territoire du coup assez difficile, on va dire, surtout quand on a l'image de la vulnérabilité. Donc là je parle de la géographie humaine. La population en croissance démographique très forte, qui construit de plus en plus sur les fortes pentes, évidemment, et aussi sur la bande littorale. Donc c'est les 2 endroits les plus exposés en termes de risques à Mayotte, les fortes pentes et le littoral, vis-à-vis de tous les risques que je vous ai déjà présentés, cités juste avant. Du coup, cette forte population, cette population en croissance, donc du coup, elle doit bien se loger quelque part, et malheureusement, elle se loge dans les endroits qui sont les plus exposés. Qui occasionne plus de risques, donc on augmente l'exposition, on augmente la vulnérabilité, on augmente donc le risque. L'aléa, lui, ne change pas tellement. C'est bien donc sur les comportements humains et sur la gestion de la population qu'il faut s'attarder, et donc du coup passer les bons messages, passer les bons comportements, essayer de trouver des solutions pour pouvoir loger de façon sécurisée les habitants. On a une forte pauvreté, donc qui augmente la vulnérabilité, donc un fort taux de chômage, donc des solutions aussi en termes